Bonjour, bonsoir à tous, c'est Adam Laforêt. Bonne année, je pense que cette vidéo elle va être postée avant la nouvelle année. Mais c'est un tag de fin d'année, donc le bonne année été de mise bien sûr, puisque je vais faire un petit tag lecture, donc sur mes lectures de cette année. Mais attention, c'est pas n'importe quel tag, c'est mon tag. Et je l'ai inventé. J'ai inventé un tag parce que je cherchais un tag de fin d'année à faire et il n'y avait rien qui m'inspirait. Surtout qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient leur top 10 lecture de cette année, sauf que moi, j'ai lu 16 livres cette année. Donc j'avais l'impression que ce serait un petit peu peut-être une fraude de faire un top 10 sachant qu'il y en a 16. Parce que je vous fais l'histoire très très vite si c'est la première vidéo de moi que vous regardez. Très très vite je vous jure. En janvier dernier, je me suis rendu compte que l'année d'avant, j'avais lu 5 livres. Ce qui est vraiment une arnaque. En plus j'étais un très grand lecteur quand j'étais plus jeune, donc vraiment une arnaque totale d'avoir lu que 5 livres. Et donc ma résolution c'était lire plus et je m'étais mis comme objectif de lire 12 livres minimum. Et l'objectif a été atteint puisque j'ai lu ces 12 livres et j'en ai même lu plus puisque j'en ai lu 16. Voilà. Vous pouvez dire que c'est pas beaucoup, 16 par rapport à d'autres gens sur Booktube qui lisent beaucoup plus, mais voilà, c'est à mon échelle. On commence par des petits pas pour arriver à des grands pas ensuite. Donc voilà pourquoi je voulais pas faire un top 10. Vous pouvez regarder les vidéos de mon année sur la chaîne pour suivre les livres que j'ai lus, tout ça. Mais maintenant, on va commencer par mon petit tag qui s'appelle Le temps est hors de ses gonds, End of the Year Book Tag. Voilà. Le temps est hors de ses gonds, c'est une réplique dans Hamlet. Et donc ce sont des questions qui vont avoir avec des questions de temps, de temporalité dans les livres que vous avez lus cette année ou quand vous les avez lus, etc. Vous allez voir, les questions sont dans la barre d'infos. Peut-être que même que je taguerai quelqu'un, des gens du Booktube français si j'ai l'inspi. Si j'ai de l'inspi de tag. Mais voilà, les questions sont en bas. Et voilà, on va commencer. Bonne vidéo. Je suis toujours dans le rush dans mes intros, il faut que je me calme, j'ai le temps. Mais pour moi, une intro, je le fais comme si j'étais sur un plateau télé. Alors la première question, sur mon téléphone, un livre sorti en 2023 et son rapport au présent. Donc le rapport au présent que le livre véhicule. Ça peut être abstrait hein, comme façon de répondre, c'est pas obligé de vraiment être très terre à terre, ça peut être abstrait. Et pour moi c'est, je descends pour prendre le livre, je descends pas l'escalier mais par terre. C'est un livre sorti en 2023, donc sorti en janvier 2023, c'est The Shard de Bret Easton Ellis. J'en ai parlé dans une précédente vidéo, vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Un livre que j'ai beaucoup aimé, et le rapport au présent, bah alors là c'est un peu du... C'est à la fois très bien et pas bien pour cette question, parce que le rapport au présent, il n'y en a pas. Enfin, il y en a un, il y a que le narrateur, qui est l'écrivain, qui est Bret Easton Ellis, donc qui écrit à 50 ans une version un peu fictionnalisée de son adolescence et de ses années lycée, une version très sombre et fictionnalisée de ses années lycée. Et donc il y a un rapport au passé qui est vraiment très nostalgique. Même si les faits qui se passent sont sombres, il y a un rapport à la musique, à l'esthétique de l'époque qui est extrêmement dans une nostalgie et presque une façon d'idolâtrer le passé. Mais ça va très bien avec Monsieur Brett, ça va très bien avec, avec lui, je pense, avec sa vision du monde. Mais voilà, c'est un présent qui n'existe pas, c'est un présent qui est entièrement mangé, corrompu, qui ne peut pas penser par lui-même sans avoir des images du passé qui lui viennent. Et c'est la vision du présent que véhicule ce livre, que j'ai beaucoup aimé par ailleurs. Vous pouvez voir ma critique complète dans une vidéo précédente, je l'ai déjà dit. Deuxième question, ça c'est deux. Le livre le plus vieux que tu as lu et son rapport au passé. Alors moi il n'est pas très très vieux, le livre le plus vieux que j'ai lu, et ça s'est joué à ça, parce que j'ai lu Play It As It Lays de Didion qui était de 64, mais j'ai lu aussi, et je retourne en bas, The Bell Jar de Sylvia Plath qui est lui de 63. Son rapport au passé. Alors comme dans The Shard, il y a une narratrice qui est au présent, enfin, qui est au présent slash futur, plutôt au futur même carrément, et qui nous raconte les événements. Elle est assez discrète. Au bout d'un moment dans le livre, on oublie même que de base, il y a une narratrice qu'on apprend des choses, même qu'elle a eu un enfant. Donc on sait par exemple dès le début que les tentatives de suicide, etc. de la protagoniste ne vont pas aboutir, puisqu'on sait que la narratrice est vivante au moment où elle nous raconte l'histoire. Donc il y a un peu cette même idée. Son rapport au passé, à l'époque, ça fait 13 années 60, que ce soit le setting, l'environnement de base avec la fille qui va à New York pour travailler dans un magazine de mode, tout ça, il y a une ambiance New York 13 années 60. Donc on reconnaît l'époque, cette époque du passé là. Dans son rapport au passé, il y a encore une chose de passé détourné, donc avec la narratrice. Et pour un truc un petit peu plus terre à terre, moins sympa sur le passé, il y a des choses dans ce livre, et surtout une scène qui est raciste, vraiment. Même s'il y a des remarques racistes de la narratrice, mais la narratrice n'est pas aimable, et elle est méchante. Très clairement, avec tout le monde, elle insulte quand même à peu près tout le monde. Ce qui fait que ça passe, vous me comprenez? Ça passe, mais il y a vraiment une scène, ça vient aussi de la narratrice, mais c'est tellement gros que c'est très compliqué à supporter, et c'est pas très
Ça nous rappelle le passé, on va dire. Ça nous rappelle le passé en lisant le livre, et ça, ouais, ça nous ramène au fait, ah tiens, c'était les années 60, c'était pas comme... Les années 60, c'était les années 60, vous voyez ce que je veux dire? Et je dis pas c'était les années 60 entièrement négativement, hein. Je veux dire l'Amérique des années 60, avec toute la négativité avec, c'est intéressant. Et c'est une esthétique, voilà. Mais... Donc ce livre a quelque chose quand même d'assez marqué avec son époque, qui est le passé maintenant, et avec le passé dans la fiction. Il y a tout un truc que ça semble et bah, le temps est hors de ses gonds, hein. Comme le tag le dit, le temps est hors de ses gonds. Un livre dont la lecture a suspendu ta notion du temps. Voilà, ça peut être négatif ou positif, hein. Ça peut être que le temps vous a semblé extrêmement long en le lisant, ou au contraire. Vous pouvez penser à vos réponses même si vous n'êtes pas youtubeur, d'ailleurs vous avez le droit, vous savez, en même temps que vous regardez ce tag. Et pour moi c'est The Passion According to G.H. de Clarice Lispector, qui est une écrivaine dont on parle de plus en plus maintenant. Moi c'est pas moi qui l'ai découvert tout seul de mon côté, je l'ai vu sur Booktube. Voilà. Juste parce que j'aurais pu avoir un moment de fierté, mais non, sur Booktube. Et c'est un livre qui a vraiment, dans sa narration et dans la façon de le lire, pour moi, a vraiment cette notion d'étendre le temps. Déjà dans la narration en lui-même, parce que ça raconte l'histoire d'une femme qui entre dans la chambre de sa servante qui est partie, et elle voit un cafard dans cette chambre, elle écrase le cafard, et voilà, à partir de ça se lance, enfin, c'est tout ce qu'il y a d'histoire, mais il y a toute une réflexion philosophique, mystique, qui va de là et qui est, j'avais trouvé extrêmement belle. Et donc pour la protagoniste, il y a aussi une notion du temps qui s'arrête et le temps qui s'étend comme ça, alors qu'il y a un moment seulement qui fait une distorsion du temps énorme. Et à la lecture, je trouve que c'est un livre qui se lit d'une traite. Je conseillerais plutôt, et c'est ce que j'ai fait en un après-midi. Une après-midi? Je sais plus. Et ça fait cette espèce d'effet aussi quand on lit pour soi-même, en même temps que la protagoniste, d'étendre comme ça le temps. Et ça fait une expérience un peu en dehors du temps comme ça. Donc pour moi, ça a déformé ma notion du temps, ce livre, mais d'une façon positive, pas négative. Et je recommande beaucoup ce livre. Vraiment, c'est un des trucs les plus intelligents que j'ai lu cette année, on va dire. Pas que le reste était bête, mais ça, c'était particulièrement intelligent. Alors, quatrième question. Le livre avec le protagoniste le plus jeune et celui avec le protagoniste le plus vieux. Alors pour moi, le plus jeune, ça s'est aussi pas joué à beaucoup, puisque j'ai lu beaucoup de livres avec des enfants cette année, parce que j'avais lu On the Savage Side, où il y a un moment les narratrices qui sont petites filles, mais elles sont aussi adultes à un moment. Alors je me dis que ça comptait pas entièrement parce qu'on les voit toutes petites, mais c'est pas vraiment enfin, vous voyez ce que je veux dire. J'ai lu aussi Dogs of Summer, où les petites filles ont 10 ans, mais la plus jeune, c'est donc dans la petite fille qui aimait Tom Gordon, qui a 9 ans. Et c'est le seul livre que j'ai lu en français cette année, je crois. Je crois que c'est le seul livre que j'ai lu en français cette année, fini et lu en français. J'aurais préféré parler de Dogs of Summer parce que je crois que c'est mon livre préféré de cette année. Oui, je pense que c'est mon top 1. Voilà, c'est pas dans les questions, mais je trouve un moyen de vous le dire. Je pense que c'est mon livre préféré de cette année. Mais c'est elle la plus jeune. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Trisha. J'ai parlé de ce livre dans ma dernière vidéo. Je parlais plus de livres un peu en mode horreur Halloween. J'ai pas grand chose à en dire. C'est un Stephen King qui est bien. Enfin, il y a des moments qui font assez peur. La protagoniste enfant, on l'aime bien. Mais c'est trop long, justement, encore pour parler du temps. L'histoire s'étend trop. Et la fin est un peu trop naïve, mimi mignonne. Voilà. Mais c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Et c'est la protagoniste la plus jeune. Et cette année j'étais beaucoup avec des protagonistes enfants, beaucoup plus que âgés. Ça a un peu été mon thème de l'année. Et franchement j'ai beaucoup aimé. Donc si vous avez d'autres livres avec des protagonistes enfants à me recommander, ça m'intéresse. Et pour la protagoniste, mais moi c'est la protagoniste la plus vieille, c'est la narratrice dans Death in Her Hands de Ottessa Moshfegh, que j'ai lu au tout début. C'est un des premiers livres que j'ai lu l'année dernière, donc je m'en rappelle plus énormément. Je sais plus comment elle s'appelle, Vesta. Et son âge, je crois qu'elle a un peu plus de 70 ans, mais je suis pas sûr. Il y a d'autres livres que j'ai lus où je crois qu'il y a des protagonistes qui sont un peu âgés à des moments, mais là je crois que c'est la plus âgée, et aussi c'est là où c'est le plus un truc important dans le livre qu'elle soit âgée. Mais ce livre c'est un truc un peu, c'est pas une parodie mais c'est un détournement de roman policier avec une enquête mais sans cadavre un petit peu d'une certaine façon, qui avait des bons points. J'avais bien aimé certains trucs de détournement classique roman policier, de réflexion un petit peu méta sur la fiction, des choses comme ça, mais il y avait d'autres choses que j'avais moins aimé, particulièrement la fin, et j'avais trouvé le livre quand même assez confus de temps en temps. Mais j'avais bien aimé aussi lire une narratrice plus âgée, mais cette année je préférais les narrateurs enfants. Voilà, c'était mon truc de cette année. Mais voilà pour le protagoniste le plus vieux. Cinquième et avant-dernière question.
un livre que tu as commencé cette année et que tu ne vas pas finir avant 2024. Ça peut être encore une fois positif ou négatif. Pour moi, je pourrais le finir. Franchement, je serais pas loin, mais je serais quand même trop loin. C'est un recueil d'Henri Michaud, Plume précédé de Lointain intérieur. C'était la fin d'année et je me disais, je veux lire un petit truc en français. J'étais alors, j'ai envie de lire un petit peu en français et j'avais ce recueil. Mais alors c'est compliqué. C'est pas compliqué, c'est compliqué à lire pour moi. Pas parce que c'est pas bien, mais vous voyez, si vous connaissez pas Henri Michaud, il est un peu comme Sioran. C'est un peu comme de dire des trucs que vous connaissez peut-être pas non plus. Mais j'adore Sioran. C'est un philosophe qui fait des aphorismes extrêmement... c'est très existentialiste, si vous voyez. Et c'est très négatif, mais avec de l'humour. Sioran a un humour très cynique. Et Michaud, il a de l'humour aussi. Mais alors un humour que je n'aime pas. C'est de l'humour un peu dans l'écriture. C'est un truc très français. Vous voyez, c'est un peu les trucs surréalistes, les choses comme ça, avec des espèces de jeux sur la langue, où la langue, il y a des trucs qui se répètent, il y a des objets qui parlent, je sais pas, la table par là, en ma lointaine fenêtre. Est-ce que si je dis cette phrase, ça vous évoque des genres littéraires? C'est pas une vraie phrase, c'est très insultant. Et c'est pas, je dis pas que c'est nul, hein, vraiment pas. C'est juste que moi, ça me bloque en fait, je lis, et ça me fait un mur opaque à lire par rapport à l'humour de Sioran qui lui m'aide à accéder à qui m'aide et qui rend meilleure l'expérience des choses tristes et existentialistes dans l'écriture et dans la philosophie. Là, je trouve que ça me fait un mur avec la philosophie, mais de temps en temps, il y a de très belles phrases et de très beaux trucs philosophiques, justement. Notamment, il y a un segment qui s'appelle le portrait de A. Si vous ne savez pas, je m'appelle A, puisque je m'appelle Adam, et ça me ressemble énormément. Ça m'a beaucoup troublé, le portrait de A dedans. Il y a vraiment des phrases des fois qui sont très belles et des moments existentialistes qui sont très beaux. Et l'humour n'est pas mon type. Pourtant, j'adore quand l'humour rattrape les choses sérieuses, mais pas l'humour comme ça. Ça, c'est pas mon truc du tout. Mais je vais quand même le finir. Juste pas cette année, je pense. Même si il me reste pas encore beaucoup. Parce que ça me prend du temps de le lire. Il faut que je passe à travers les chaises qui parlent, les vélos qui roulent et les assiettes qui dansent. J'exagère, hein, c'est pas vraiment comme ça. Vraiment, j'exagère. Mais voilà. Il faut que je passe à travers tout ça. Un autre livre que j'ai commencé en 2023 et que je vais pas finir avant 2024, mais parce que c'est un recueil de poésie, et je lis pas vraiment d'une traite les recueils de poésie, mais je l'ai commencé en début d'année dernière, c'est un recueil d'Emily Dickinson, Car l'adieu c'est la nuit, il est en bilingue, donc anglais-français, et ça c'est magnifique. Par contre, ça j'en ai pas lu énormément, parce que la poésie je lis pas, j'arrive pas à lire comme ça d'une traite de la poésie, mais ça c'est magnifique, ça m'a fait larmoyer plein de fois, magnifique. Dernière question, un petit peu basique, je le reconnais, de mon petit tag, question 6, tes ambitions lecture pour 2024? Alors, grande question. Qu'est-ce que je me mets comme objectif cette année? Roulement de tambour. 15. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai crié. J'en ai lu 16 cette année. Et je me suis dit, est-ce que je mets 20? Est-ce que je suis gros joueur et je me dis 20? Je préfère me mettre 15 et le faire et potentiellement le dépasser comme j'ai dépassé les 12 cette année, plutôt que de me mettre dans un état d'esprit où je me dis, il faut à tout prix que j'arrive à 20 et ça me stresse et du coup au final j'abandonne. Donc 15 livres. Ça, c'est mon objectif en termes de quantité. En termes de contenu des livres, j'aimerais bien lire un peu plus d'essais. Peut-être, j'aimerais bien. Parce qu'en fait, vous savez les amis, je vais vous dire un truc. Je vous appelle jamais les amis. Et je ne le referai jamais plus. En fait, je crois que je l'ai déjà fait. Mais je le referai jamais plus. En fait, mon problème à moi, c'est que je ne lis pas avant de me coucher. Parce que j'aime bien les livres déprimants et les livres qui font peur. Les livres, mais surtout les livres très déprimants. Et si je le lis avant d'aller me coucher, et après je peux pas dormir. Enfin, je peux pas dormir, mais je suis pas dans une bonne mentalité pour dormir parce que c'est trop triste ce que je lis. Donc je peux pas lire le soir avant d'aller me coucher, alors que c'est le moment où j'aurai le plus de temps pour lire. Donc du coup je me dis, si je lis des essais avant d'aller me coucher, parce qu'il y a plein d'essais qui m'intéressent, et ben comme ça me fera lire. Parce que j'aime bien l'idée de lire avant d'aller se coucher, et comme ça en même temps ça me déprimera pas, et donc je pourrai le lire avant d'aller me coucher, et tout ira bien dans le meilleur des mondes possible. Sinon dans mes ambitions lecture, toujours lire en anglais, ça change pas, je préfère vraiment lire en anglais. Peut-être quand même trouver un truc contemporain français que j'aimerais bien lire. Et là, il y avait un livre que je voulais lire avant la fin de l'année, mais je l'ai même pas commencé. Qui est, j'en avais parlé dans ma dernière vidéo à la fin, qui est Drive Your Plow Over the Bones of the Dead, de Olga Tokarczuk. Ah non, c'est nul, c'est super nul de mal prononcer les noms dans les vidéos YouTube, Booktube. C'est très nul. C'est très très nul de ma part. Mais voilà. En fait, parce que ça aussi, je sais que ça va me rendre triste. Et là, j'avais trop de trucs à penser. J'avais pas envie que ça me rende triste. Enfin, ça me rend triste, vous savez. On dirait comme ça, je me force à dire. Mais c'est parce que j'aime bien. Hein. Mais il faut trouver le mood.
Et je sais pas, j'en avais lu un petit peu et ça m'avait fatigué. Ça m'avait fatigué d'avance. Vous savez, des fois, vous achetez des livres, vous avez super envie de les lire, et il se passe une semaine, et là, c'est plus du tout votre état d'esprit. Moi, je suis vraiment un lecteur d'état d'esprit. C'est-à-dire, il faut que le livre il corresponde à mon état d'esprit du moment. Donc c'est plus compliqué. Vous allez me dire quel grand problème j'ai dans ma vie de me poser ce genre de questions. Mais voilà, c'est mon type de lecteur à moi. Voilà, j'ai pas d'autres plans précis. Ouais, plus d'essais pour pouvoir lire avant d'aller me coucher, 15 livres. Peut-être qu'une prochaine vidéo, je peux vous présenter un peu ce que je compte lire, mais j'aime pas trop me faire une liste fixe. J'aurais pu me dire, je vais lire 15 livres, et voilà les 15 livres, mais ça, c'est un coup à jamais les lire. Parce que justement, je serais pas dans l'état d'esprit où j'ai envie de les lire. Bref, je parle beaucoup dans cette fin de vidéo. Mais j'espère que ce tag vous a plu. J'espère que vous avez envie de le refaire si vous avez vous-même une chaîne YouTube ou autre, parce que ça me ferait plaisir que vous l'utilisiez. Il est en description. Le temps est hors de second. Voilà, c'est rigolo. En plus, ça vous permet de présenter des livres que vous avez lus d'une manière un peu décalée, ou d'avoir d'autres types de réflexions dessus. Si vous voulez voir ma chaîne, vous pouvez aller voir toutes mes autres vidéos où je dis ce que j'ai lu dans l'année pour entendre un peu plus parler des livres que j'ai mentionnés plus vite fait là. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé une bonne fin d'année et que vous avez, j'allais dire vous avez accompli vos objectifs, mais je ne suis pas votre patron, donc je n'espère pas ça du tout. Mais j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon moment devant cette vidéo. Et je m'embrouille, alors je vous dis au revoir, à la prochaine, bye.